Bonjour à tous et bienvenue à cette troisième journée de la semaine de la formation à distance 2024. Je m'appelle Sarah Dumapril et je suis conseillère aux événements pour Fadio. Un beau bonjour à tous les participants qui sont avec nous ce matin. Il fait très beau. Là, je me vois à l'écran, j'ai un beau rayon de soleil dans le visage, mais ça fait du bien de débuter la journée comme ça. On arrive déjà à la 10e activité de la semaine. Je sais pas pour vous, mais je trouve que ça passe très vite. En tout cas, de mon côté, ça va vite. Je suis curieuse de savoir, vous nous suivez depuis quel endroit ce matin? N'hésitez pas à le nommer dans le clavardage. Généralement, on a un bon public qui aime participer. Montmagny, Gatineau, Lévis, Ville-de-Québec, Rimouski, Gaspé. Et là, ça va trop vite et je n'arrive plus à vous suivre. J'ai vu la France passer tranquillement, pas vite. Oui, génial. Merci beaucoup de participer avec nous. On vous invite aujourd'hui, si le cœur vous en dit, de nous suivre à caméra ouverte. Donc, c'est toujours intéressant de voir les réactions dans le public. Donc, n'hésitez pas à ouvrir votre caméra pour nous suivre. On se retrouve ce matin pour la conférence Apprentissage à distance, déconstruire les mythes pour innover dans son enseignement. Et elle sera présentée par Éric Sanchez de l'Université de Genève. Donc, Éric Sanchez est agrégé de biologie-géologie et professeur en technologie éducative à l'Université de Genève, unité technologie de formation et apprentissage, où il dirige le laboratoire d'innovation pédagogique. Ses travaux de recherche ont été menés à l'Université de Sherbrooke, à l'École normale supérieure de Lyon et à l'Université de Fribourg. Il porte sur l'innovation pédagogique, les usages du numérique en éducation et plus particulièrement sur la conception et l'analyse des usages du jeu pour l'enseignement et la formation. Bonjour, Monsieur Sanchez, vous allez bien? Bonjour Sarah, oui ça va très bien. Alors pour moi c'est pas le matin, c'est l'après-midi avec de l'autre côté de l'Atlantique et je suis pas à Genève aujourd'hui. J'ai la chance d'être dans les montagnes du Valais. Donc moi ce que je vois c'est un temps ensoleillé aussi, mais des montagnes enneigées et j'ai hâte de chausser les skis pour aller faire un tour sur les montagnes. Ah wow, ça doit être magnifique, mais c'est toujours beau de voir que d'un continent à l'autre, en fait, on a le soleil qui est avec nous. Donc, merci beaucoup d'être là ce matin, cet après-midi pour vous. Je vous laisse débuter la conférence dans quelques secondes. Je vous rappelle qu'on a une équipe de modération avec nous dans le clavardage. Donc, Caroline Richer à la modération et Catherine Bernier à la régie. N'hésitez pas à nous laisser vos questions, vos commentaires. Nous allons tout prendre en note et on sera de retour à la fin pour la période de questions. Bonne conférence à tous. Merci, je vais donc partager mon écran. Voilà, donc bonjour à tous et toutes. Je suis très heureux d'être pour cette invitation à distance, même si j'aurais préféré évidemment être en présence. Mais je trouve que c'est intéressant aussi d'avoir cette expérience de conférence à distance. Je vous remercie effectivement d'être plutôt présent derrière les, euh, les caméras parce que c'est toujours plus agréable de voir les gens à qui on s'adresse. J'ai un écran un petit peu petit aujourd'hui, donc je vois pas tout le monde, mais je vois quelques personnes et je verrai leur réaction. Et si vous faites la moue, ben, ça me donnera peut-être un feedback qui me permettra de me dire il faut que je fasse autrement cette conférence. Alors, je voudrais vous parler d'apprentissage à distance. Et évidemment, je suis professeur en technologie éducative à l'Université de Genève. Mon domaine principal, c'est l'apprentissage par le jeu, mais je m'intéresse aussi à l'apprentissage à distance depuis très, très longtemps. Et je voudrais aborder cette question sous l'angle des mythes, sous l'angle des idées fausses que l'on a sur cet apprentissage à distance afin d'innover dans son enseignement. Alors, je vais vous parler de ce langue des mille parce que j'ai publié avec Elsa Pokovic, qui est une ancienne doctorante, qui est en postdoc avec moi, qui d'ailleurs bientôt va faire son postdoc à Montréal. On a dirigé un ouvrage qui est paru récemment, qui s'appelle Apprendre à distance, mythes et réalités dans la collection Rêtre.
Metz. Et on s'est associé pour cet ouvrage à un certain nombre de personnes dont j'ai affiché les noms sur ma diapositive, des personnes qui sont assez nombreuses, pour réfléchir justement finalement à quelles seraient les idées fausses qu'il faudrait déconstruire si on voulait que des enseignants, des enseignantes, des formateurs, des formatrices soient en mesure de mettre en place un enseignement à distance qui soit pertinent. Alors, on a réfléchi ensemble et on a comme ça publié un ouvrage qui reprend une dizaine de mythes. Et aujourd'hui, je vais en prendre simplement quatre qui me semblent les plus importants, parce que sinon, ça nous prendrait trop de temps cet après-midi ou ce matin, selon où vous vous trouvez. Alors peut-être le terme apprendre à distance, c'est un choix dans l'ouvrage, c'est un choix aujourd'hui de l'avoir mis dans le titre. L'idée, c'est, je vais parler parfois de formation à distance, je vais parler parfois d'enseignement à distance, mais le cœur de ça, c'est l'apprentissage à distance, parce que l'idée, c'est de se décentrer et de réfléchir non pas à ce que l'on met en place pour que l'enseignement ait lieu, mais plutôt quel est le contexte que vit l'apprenant pour apprendre. Et là, je vous ai mis une image pour simplement vous signaler que cet apprentissage à distance, c'est quelque chose qui est déjà ancien. Là, cette image, elle est prise dans les années 50 en Australie. On appelle ça the School of the Year. Alors évidemment, à l'époque, ChatGPT, le numérique, tout ça, ça n'existait pas, mais ce qui existait, c'était la radio. Et on avait à l'époque mis en place effectivement en Australie un enseignement, un apprentissage à distance pour des élèves qui étaient un peu isolés dans des fermes au milieu du continent australien. Alors, de quoi parle-t-on? Parmi les mythes que l'on a essayé de déconstruire, il y en a un qu'on a essayé de déconstruire avec Florian Meyer de l'université de Sherbrooke, c'est peut-être de dire finalement l'apprentissage à distance, ça n'existe pas beaucoup en tant que tel. C'est souvent des choses finalement qui sont très diverses. Donc, il faut regarder les choses de manière dans leur diversité. Et ici, j'ai repris un- un graphique de Michael Power qui a été publié en 2009, qu'il faudrait compléter probablement aujourd'hui, hein, parce que ça fait déjà presque 15 ans qu'il l'a publié. Mais il y a effectivement en haut, tout à fait à droite, ce qu'on appelle l'apprentissage à distance, qui est à la fois asynchrone et qui est physiquement qui sépare physiquement l'enseignant et ses étudiants ou le professeur et ses élèves. Mais il y a bien d'autres situations qui sont des situations un peu plus hybrides. Et ce qui nous intéresse souvent dans cet apprentissage à distance, c'est de le considérer dans la complexité de la formation qui souvent mêle différentes possibilités. Alors, le premier mythe que je voudrais aborder, c'est la question du fait que l'enseigner à distance, ça pourrait être du bricolage. Alors, ce mythe, on l'a abordé parce qu'on l'a retrouvé dans différents points de vue et qui sont des points de vue qui sont argumentés, et en particulier des points de vue qui ont émergé suite à cette période de confinement qu'on a vécu. Et vous vous souvenez que, au cours de ce confinement, ben, beaucoup d'enseignantes ont été amenés à construire un enseignement qui est un enseignement à distance. Et le terme de bricolage a été très, très souvent utilisé, souvent avec une connotation positive. Bricoler, c'est pas forcément négatif, mais en tout cas, les enseignants parce qu'ils n'étaient pas formés, parce qu'ils n'étaient pas préparés, parce qu'ils n'étaient pas suffisamment équipés, ont dû faire avec les moyens du bord et bricoler des solutions pour arriver à ce que leurs étudiants, leurs étudiantes puissent apprendre à distance. Et ça a été également souligné à maintes fois par des responsables également. Ici, Sophie Bénédictet, c'est une personne qui est à l'époque, je pense qu'elle l'est encore, est responsable d'un syndicat enseignant et qui déplore d'une certaine manière le fait que les enseignants aient dû bricoler alors qu'il aurait été préférable qu'ils soient équipés. Ce que je veux dire par là, c'est que finalement, l'apprentissage à distance, ce n'est pas du bricolage normalement. Ce qui s'est passé pendant le confinement n'était pas de l'apprentissage à distance, mais une forme, on va dire, dégradée d'apprentissage à distance. Et quand on parle d'apprentissage à distance, on parle vraiment de quelque chose qui relève de l'ingénierie pédagogique. C'est-à-dire l'ingénierie pédagogique, c'est finalement un processus de résolution de problèmes, le problème étant l'apprentissage des étudiantes. Et ce processus s'appuie à la fois sur
des modèles théoriques et à la fois sur des procédures, des méthodes qui vont permettre de construire quelque chose qui soit adapté aux objectifs que l'on se donne. Donc l'idée, c'est de passer du bricolage à l'ingénierie pédagogique, avec l'idée que finalement, un enseignant, une enseignante, c'est quelqu'un qui est en situation de se baser sur des connaissances, des modèles, des théories, pour concevoir des dispositifs d'apprentissage qui peuvent être utilisés à distance. Alors, quand on fait de l'ingénierie pédagogique, eh bien évidemment, on se trouve confronté à une tâche qui est très, très complexe, où on a à la fois besoin de vérifier que ce que l'on développe, ça soit acceptable, et on parle du critère d'acceptabilité par les apprenants. Par exemple, ça peut être des questions autour des valeurs des apprenants, ça peut être aussi prendre en compte les contraintes que vivent les apprenants et les apprenantes. Il faut que ce système soit utilisable, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit adapté finalement aux compétences des apprenants. Et souvent, apprendre à distance, c'est une compétence à développer en tant que telle. Et puis finalement, il faut que ce dispositif soit également utile, c'est-à-dire qu'il permette véritablement d'apprendre. Ces trois critères sont importants parce qu'ils vont permettre à un certain moment d'évaluer le dispositif que l'on a conçu sur ces trois critères. Si on a de réponses positives sur ces trois critères, eh ben, on peut considérer que notre dispositif il est correctement conçu. Pour le concevoir, il y a différents modèles. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent le modèle ADI. C'est un modèle qui est assez simple, mais que je trouve qui est assez performant. On l'utilise beaucoup, en tout cas dans mon équipe, en se disant, bah, si on veut concevoir quelque chose qui soit véritablement efficient du point de vue de l'apprentissage à distance, il va falloir avoir une phase d'analyse dans laquelle on va essayer de fouiller un peu quelles sont les compétences, enfin, les connaissances à mobiliser pour concevoir ce dispositif. Et en général, on s'appuie sur un modèle théorique de l'apprentissage. Ça peut être un modèle autour de l'apprentissage à distance, ça peut être un modèle autour du jeu, ça dépend quel type de dispositif on veut développer. Au cours de cette phase d'analyse, on va essayer de comprendre aussi quels sont les apprenants à qui on a affaire. Ensuite, on va designer, c'est-à-dire on va concevoir un dispositif, on va concevoir les plans de ce dispositif, on va le réaliser au cours du développement et on va l'implémenter. Et au cœur de tout ça, il y a une phase d'évaluation, mais qui a lieu, cette phase, non pas à la fin, mais à tout moment. C'est-à-dire à tout moment, on essaye, à chacune des étapes, de vérifier que ce qu'on est en train de faire est bien lié aux objectifs que l'on se donne, aux modèles que l'on utilise pour concevoir et qu'on est bien en ligne et qu'à la fin, ce qui sera produit, c'est quelque chose qui est pertinent et on vérifiera aussi à la fin que c'est vraiment pertinent. Donc l'évaluation, elle est vraiment au central dans ce dispositif et c'est pas simplement un processus terminal. Je le dis parce que le modèle a dit est souvent représenté sur Internet. J'ai trouvé beaucoup de modèles dans lesquels on voit l'évaluation à la fin, comme le E de évaluation est à la fin de l'acronyme d'ailleurs. Des modèles d'ingénierie pédagogique, il y en a bien d'autres. Vous connaissez probablement le modèle MISA qui nous vient du Québec, où là, ce modèle est beaucoup plus précis. Il est là pour développer faire de l'ingénierie pédagogique sur des formations complexes et pour lesquelles on va essayer de travailler sur différents axes. On va travailler sur l'axe des connaissances, on va modéliser les connaissances et les compétences qui sont visées. On va travailler sur l'axe pédagogique, réfléchir à la pédagogie qu'on va mettre en œuvre. Sur l'axe médiatique, on va réfléchir aux ressources qu'on va utiliser. Et puis sur la manière dont les outils vont permettre de diffuser les cours que l'on met en ligne. Donc, on a des modèles d'ingénierie aujourd'hui qui sont utilisés, qui sont utilisables et qui sont vraiment intéressants pour arriver à faire des choses pertinentes pour l'apprentissage. Et donc, on peut considérer que on a des connaissances suffisantes pour passer de l'ère du bricoleur à l'ère de l'ingénieur, parce qu'on a la nécessité donc de réussir à la fin. Et si on veut réussir, ben, il faut qu'on s'appuie sur les connaissances du domaine. Donc voilà, premier mythe, est-ce que la conception de scénarios pédagogiques relève de quelque chose qui serait du bricolage? Ben non, ça s'appuie sur des modèles, des méthodes et des outils de l'ingénierie pédagogique. Le deuxième mythe que je voudrais aborder aujourd'hui, c'est l'idée que probablement quand on est en apprentissage à distance, on va se sentir seul, on va se sentir isolé. Et ce mythe, il vient pas de nulle part, hein.
effectivement, il vient du fait en particulier que les premiers dispositifs d'apprentissage à distance, c'était par exemple la formation par correspondance, hein, lorsqu'existait le timbre, qui était le seul moyen de véhiculer les cours. Ben, c'était finalement, ça s'adressait à des gens qui avaient très peu d'interaction avec leurs enseignants. Ça se faisait dans un cadre privé et sans accompagnement. C'est souvent aussi l'apprentissage à distance considéré comme un enseignement de la seconde chance. Donc des personnes isolées qui, elles, vont essayer de se rattraper dans leur vie d'apprenant. Et puis, le sentiment d'isolement des apprenants, il est bien réel, il a bien été mesuré dans certains cas, et on sait que c'est aussi une des causes premières de l'abandon des études. Après, il y a aussi la question de la confusion entre le travail autonome et le travail individuel. Être autonome, c'est pas simplement travailler seul, c'est plutôt travailler de manière autonome, c'est-à-dire de manière libre, c'est-à-dire dans le choix de stratégie, mais aussi d'avoir des feedbacks de son enseignant. Et donc là, on voit bien que l'autonomie, elle est complètement liée justement à un sentiment d'être non isolé. Alors, ce que montre Annie Gézégou, c'est que bah, d'abord, le sentiment d'isolement, il peut être aussi vécu pour quelqu'un qui se trouve dans une université. C'est pas forcément lié simplement à l'apprentissage à distance, mais ce qu'elle montre aussi, c'est qu'il y a différentes distances. Il y a une distance technologique, c'est-à-dire que parfois l'accès aux technologies nécessaires pour le suivi d'une formation, ben, c'est compliqué pour certains apprenants, certaines apprenantes. Parfois, il y a une distance aussi qui est de l'ordre socio-économique et culturel, c'est-à-dire qu'on a du mal à vraiment accéder pour des raisons économiques ou sociales ou de disponibilité aux formations supérieures. Et puis, il y a aussi, évidemment, parfois une distance pédagogique et relationnelle ou sociale, c'est-à-dire le manque d'interaction entre les enseignants et les apprenants en cycle, entre les apprenants. Pourtant, ce que l'on sait, c'est que on peut créer de la présence à distance. Et donc, on n'est pas forcément isolé lorsqu'on est à distance. Il y a différents modèles théoriques qui permettent de penser justement cette présence à distance. Et ces modèles sont intéressants parce qu'ils vont nous permettre de penser nos formations de manière efficiente, de manière à les construire et en réduisant cette distance et en augmentant ce qu'on appelle parfois la téléprésence, la présence à distance. Alors, je vous ai mis ici le modèle de Garrison, le modèle de Community of Inquiry, qui dit finalement il y a trois dimensions dans cette présence à distance. Il y a trois leviers sur lesquels on peut jouer. Il y a un premier levier qui est ben, bien sûr la présence enseignante. L'enseignant, il faut qu'il mette en place des choses de manière à ce que les apprenants à distance soient capables de ressentir sa présence. Alors, ça passe par des questions de design, de conception du dispositif. Ça passe par de la mise en place, de la facilitation des échanges entre l'enseignant et ses apprenants, par exemple par l'intermédiaire de forums ou par des moments de rencontres par Zoom, par exemple. Et puis, ça tient aussi à la manière dont l'enseignant va être, par exemple, présent dans les vidéos qu'il produit lorsqu'il enseigne. La présence enseignante n'est pas suffisante. Évidemment, il va falloir penser également à une présence qui serait une présence cognitive. Et cette présence cognitive, ça veut dire que l'apprenant va être complètement engagé dans les activités qui lui sont proposées. Ça veut dire qu'il va falloir à cet apprenant lui proposer des défis et ça va falloir lui proposer des activités qui sont véritablement intéressantes à réaliser. Par exemple, mettre en place des éléments déclencheurs, par exemple, lui proposer d'explorer des solutions. Bon, on a beaucoup de possibilités. Moi, souvent, la présence cognitive, je la renforce en mettant du jeu dans l'enseignement, dans l'apprentissage à distance. Le jeu est souvent très engageant d'un point de vue cognitif. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est de travailler sur cette dimension de présence sociale de manière à ce que l'apprenant ait et le sentiment d'appartenir à une communauté d'apprentissage. Et ça aussi, on sait qu'il y a des leviers pour le faire. On peut faciliter, par exemple, l'expression de l'affectivité des apprenants, par exemple, en leur posant simplement la question au début d'un cours de comment ils se sentent, leur donner la possibilité de s'exprimer.
de permettre une communication très ouverte et puis aussi de faciliter la cohésion du groupe. Moi, ce que je fais souvent dans mes cours en ligne, c'est que je crée des salles où les étudiants, les étudiantes peuvent se retrouver et travailler sur des projets ensemble ou en tout cas des projets où de se sentir libre de parler parce que c'est pas en ma présence, mais en présence des autres personnes. Alors, évidemment, les étudiants, pendant le confinement, par exemple, ont essayé de recréer ça. Ils ont créé des groupes Discord, ils ont créé des groupes WhatsApp de manière à garder cette présence sociale. Mais l'enseignant qui met en place un dispositif d'apprentissage à distance a une responsabilité aussi de faciliter cela. Donc, enseigner à distance, c'est pas forcément travailler avec des étudiants, des étudiantes qui sont isolés, mais c'est veiller à garantir justement une présence enseignante, une présence sociale, une présence cognitive pour l'ensemble des activités d'apprentissage. Les connaissances que l'on a dans le domaine sont des connaissances qui nous permettent de penser cette présence. Un sujet qui m'intéresse, ça sera mon troisième mythe aujourd'hui, c'est la question des traces. Avec l'idée que peut-être, quand on apprend à distance sur une plateforme, eh bien effectivement, c'est par exemple Moodle, on sait que la plateforme va être en mesure, d'une certaine manière, de collecter des données, de collecter des traces sur les étudiants. Et finalement, peut-être le mythe, c'est de dire, finalement, c'est une façon de tout savoir sur les étudiants. Alors, je vais aborder ce mythe en vous donnant un exemple concret, mais d'abord, je vais expliquer ce que ça veut dire que ce traçage. Alors là, je vous ai mis mon propre tableau de bord. L'année dernière, j'ai décidé d'apprendre, de passer le permis bateau. J'avais envie de piloter un bateau et j'ai suivi des cours en ligne pour passer ce permis. Et là, vous avez mes résultats. Alors, vous avez ma courbe d'apprentissage où vous voyez en bas que j'étais au début finalement pas très loin du standard de réussite, mais c'est vraiment à la fin de mon apprentissage que j'ai pu me dire, oui, la plupart du temps, je réussis les exercices qu'on me donne à faire et donc je peux aller me présenter à l'examen officiel. Puis vous avez à droite un graphique qui m'indique mes scores dans différents domaines. Et pour certains domaines, on voit que je suis pas très fort. Il y a un domaine en jaune, je ne sais plus ce que c'est exactement. Je pense que c'est les balises, parce que c'est très compliqué, les balises, quand on pilote un bateau. Je crois que j'avais eu beaucoup de mal à mémoriser toutes les balises et je savais que je devais travailler ça. Voilà. Donc, en tout cas, vous voyez un usage intéressant du traçage ici, c'est que enfin, le système renvoie vers l'apprenant des informations qui lui permettent de se dire, ouais, attention, là, il faut que tu travailles sur tel et tel domaine pour réussir. On appelle ça des tableaux de bord. Tout ça, c'est relatif à un domaine qu'on appelle l'analytique d'apprentissage, c'est-à-dire l'exploitation de ces traces d'apprentissage, leur collecte, leur analyse, de manière à travailler sur finalement une caractérisation de leur contexte d'apprentissage, de manière à comprendre et à optimiser les dispositifs d'apprentissage. Dans certains cas, les traces sont utilisées par les enseignants eux-mêmes pour arriver à réviser la manière dont ils mettent en place des dispositifs d'apprentissage. Alors, je vous ai dit que j'allais vous illustrer ça avec un exemple pour vous montrer un petit peu de manière concrète comment on peut faire ça de manière un petit peu détaillée. Il y a quelques années, j'étais pas en Suisse, j'étais en France et on m'avait lancé une espèce de défi. C'était le bureau de la formation de l'université qui m'avait dit, voilà, on a un problème, Eric. Notre problème, c'est qu'il faut qu'on apprenne à nos étudiants ce que c'est que le copyright, ce que c'est que le droit d'auteur. Et le problème, c'est que nos étudiants sont assez nombreux. Ils sont plus de 300, donc ça demande une formation pour beaucoup de personnes. Il faut savoir que ces étudiants, le droit d'auteur, ça ne les intéresse pas vraiment parce que leur formation, c'est plutôt autour des sciences, c'est plutôt autour des langues, c'est plutôt autour de la sociologie. Et franchement, ils ne sont pas très intéressés à ces questions. Et puis, le temps de la formation sera court. On n'aura qu'une heure pour cette formation et on aura des moyens financiers et humains qui seront limités. Je pense que c'est des défis que vous rencontrez pour vous la plupart du temps dans vos contextes où on a des choses très difficiles à faire pour différentes raisons. Voilà. Ces étudiants, c'était des personnes qui devaient devenir enseignantes
et donc, c'était des personnes qui devaient utiliser correctement les ressources éducatives de manière à proposer dans leurs enseignements des ressources numériques qui respectent le droit d'auteur. Par exemple, comme c'était en France, on n'a pas le droit d'utiliser plus de 5 pages d'un ouvrage qui a été numérisé. Le droit d'auteur est respecté si on utilise moins de 5 pages. Et ça, c'est une règle à connaître. C'est pas très sympathique ou très motivant d'apprendre ce genre de règles, mais en tout cas pas pour les étudiants qu'on avait, mais en tout cas, il faut les apprendre pour le faire correctement. Alors nous, on s'est attelé à la mise en place de cette formation. On a tout de suite vu qu'il fallait mettre en place évidemment une formation à distance parce qu'on avait des étudiants qui étaient pas disponibles en même temps, pas disponibles au même moment, qui n'étaient pas forcément présents au moment où on pouvait les avoir. Donc on a travaillé sur une formation à distance sous la forme d'un jeu. Elle a pris la forme d'un jeu et ce jeu, on l'a appelé Tamago Court. Alors dans ce jeu, ben, le jeu est relativement simple, comme vous allez le voir. Et les étudiants se connectent sur une plateforme et une fois qu'ils se connectent, ils sont affectés dans des équipes. Et en bas à gauche, vous avez les 4 étudiants et étudiantes qui sont affectés dans une même équipe. Et si d'autres étudiants arrivent, ils sont affectés dans d'autres équipes. Donc les étudiants sont devant une interface, ils peuvent être chez eux, mais affectés à une équipe. Ils ont la possibilité d'interagir au sein de l'équipe, comme je vais vous le montrer. Mais ce qu'ils ont à faire, c'est de nourrir un personnage. C'est pour ça qu'on a appelé ce jeu un Tamagoku. Ça renvoie à l'idée de Tamagotchi. Donc le principe, c'est de dire on va nourrir correctement un personnage. Donc, la première chose à faire dans ce jeu, c'est de trouver la nourriture. Et la nourriture, eh ben, elle se trouve dans des étagères. Et donc, ils doivent choisir une ressource. C'est une ressource pédagogique. En fait, quand on clique sur ces boîtes dans les étagères, quand on les ouvre, on a des informations sur des ressources pédagogiques. Ça peut être, par exemple, un ouvrage numérique dont on sait à quelle date il a été publié, par quel auteur, etc. Et toutes ces caractéristiques de ces ressources, eh bien, sont des caractéristiques importantes pour déterminer si on a le droit ou pas de l'utiliser quand on respecte le droit d'auteur. Une fois qu'un étudiant a choisi une ressource, en cliquant dans les étagères, eh ben, il va pouvoir la mettre au frigo. Alors ça, c'est une étape importante parce que les autres membres de son équipe vont voir ce qu'il a sélectionné. Et par exemple, ils vont se rendre compte que peut-être il a fait une erreur, il a choisi une ressource dangereuse pour nourrir le personnage. Et s'ils le considèrent comme étant un problème, ils peuvent éventuellement lui envoyer un message d'alerte. Il y a une zone de clavardage où on peut envoyer des messages à ses partenaires. Et puis, si tout le monde est d'accord, eh bien, on peut glisser la ressource vers le personnage. Si ce personnage eh bien, considère que la ressource est licite, il va faire Yum Yum et on pourra passer comme ça les 5 niveaux progressivement. Si la ressource n'est pas licite, eh ben, elle va empoisonner le personnage qui va pouvoir mourir. Et donc à ce moment-là, lorsque le personnage est mort, il va falloir recommencer le niveau que on est en train de jouer. Donc vous voyez, c'est un simple Tamagotchi qui est de l'ordre du quiz d'une certaine manière. Alors nous, on a travaillé sur ce quiz pour essayer de comprendre comment jouaient nos joueurs et avoir une idée de ce qui se passait. Et donc, on a fait de l'analytique de l'apprentissage, au sens où on a récolté des données sur eh bien, qu'est-ce qu'ils faisaient exactement dans ce jeu. Et les données qu'on a collectées, elles se présentent de cette manière-là. Ce sont des traces redatées, c'est-à-dire qui sont temporellement situés. Pour chaque trace, on a la date, on a ce que fait l'étudiant, quel étudiant le fait, à quelle équipe il appartient, et on a ça pour des centaines de joueurs. À partir de ces traces, si on les exploite, eh bien, on va pouvoir avoir une idée du comportement des joueurs. Et là, pour avoir une idée du comportement du joueur, eh ben, on s'est donné un certain nombre d'indicateurs. Par exemple, on peut calculer le nombre d'actions du joueur, on peut calculer la durée du jeu pour chaque équipe, on peut regarder les événements où ils nourrissent le Tamagotchi, on pourra regarder les éléments, les moments où ils les nourrissent bien, les moments où ils les nourrissent mal, et puis etc. Comme ça, on a comme ça une trentaine, une quarantaine d'indicateurs qui nous permettent d'analyser le comportement du joueur et comprendre ce qu'il fait. Et voilà ce que l'on voit. Là, vous avez les résultats pour une équipe. L'affichage se lit de gauche à droite. On a 4 joueurs qui sont dans une même équipe. Chaque barre colorée
correspond à un événement particulier. Alors, du point de vue des couleurs, on a utilisé du orange pour le show item action, ça veut dire le moment où le joueur clique dans les étagères. On a utilisé le blanc pour le moment où les joueurs envoient des messages à leurs coéquipiers. Et puis le bleu, c'est toutes les autres actions. Alors, vous voyez que quand on regarde les quatre joueurs, on s'aperçoit que c'est un peu étrange parce qu'ils jouent le même jeu et pourtant ils le jouent très différemment. On a deux joueurs qui ont l'air un petit peu bavards, qui passent beaucoup de temps à envoyer des messages, ce qui n'est pas le cas pour les joueurs 3 et 4. Et puis quand on regarde les clics dans les étagères pour aller regarder quelles sont les ressources qui sont sélectionnées, ben, on s'aperçoit que finalement, quand on compare le joueur 3 et 4, on a des différences. On va aller regarder ces différences sur un autre graphique. J'ai pris les mêmes données, mais cette fois-ci, je les ai colorées un petit peu différemment pour mettre en évidence quelque chose. Là, on a les deux joueurs, 3 et 4 de l'équipe dont je parlais jusqu'à l'instant. Et puis, vous voyez qu'on a un joueur 4 qui a un comportement très stéréotypé, qui consiste simplement à ne pas cliquer dans les étagères pour sélectionner les ressources. En fait, il ne se préoccupe pas de savoir quelles sont les ressources qu'il utilise, mais il donne directement les ressources au Tamagotchi. Quand je dis il ne le fait pas, il le fait très rarement. En fait, on voit très peu d'orange. Alors que pour le joueur 3, on voit qu'on a aussi une, un pattern, en fait, une suite d'actions qui est aussi stéréotypée, mais qui est un peu plus complexe, où on a le pattern, je clique dans les étagères pour voir ce que je vais utiliser. Ensuite, je le mets au frigo et ensuite, je nourris le Tamagotchi. Donc, on a deux joueurs qui jouent de manière très, très différente. Et qu'est-ce qu'on peut en dire? Eh bien, on peut dire que finalement, on n'a aucune chance que le joueur 4 apprenne quoi que ce soit. Pour le joueur 4, oui, il anticipe ses actions, c'est-à-dire qu'il va sélectionner, il sait ce qu'il donne à manger au Tamagotchi, donc il saura à la fin ce qui sera licite ou non licite du point de vue du droit d'auteur. Par contre, pour le joueur 4, ouais, finalement, il n'aura aucune information. On l'a appelé d'ailleurs ce joueur une espèce de gaveur, c'est-à-dire quelqu'un qui ne se préoccupe pas de savoir quelles sont les ressources qu'il donne au joueur et donc il n'apprend pas. Donc vous voyez que l'analyse des traces nous permet d'analyser le comportement et donc d'en tirer des inférences du point de vue épistémique, c'est-à-dire de comprendre ce que les joueurs vont ou sont susceptibles d'apprendre à travers le jeu et donc de se poser la question de savoir si notre jeu il est bien adapté. Alors, dans les joueurs, on a identifié des joueurs qui tuaient très souvent le Tamagotchi et donc on les a appelés Tamagotchicides. Et on s'est aperçu qu'on avait en fait différentes catégories de Tamagotchicides. On a des joueurs qui le font par imprudence parce que finalement ils ne s'occupent pas trop de vérifier quelles sont les ressources qu'ils utilisent. Il y en a qui le font de manière et par manque de connaissances, ils se trompent, mais ça, c'était attendu, ça, c'est assez normal, et on espère qu'ils vont apprendre. Mais on a trouvé aussi des joueurs qui étaient là pour tester les ressources, c'est-à-dire qu'ils nous ont dit, ben voilà, pour savoir quelles sont les bonnes ressources, ben, j'ai utilisé les différentes ressources et je les ai testées à chaque fois pour voir si ça faisait ou pas mourir Tamagotchi. Et puis, on a aussi trouvé des joueurs qui étaient des Tamagotchi volontaires, qui voulaient absolument tuer le Tamagotchi, c'est-à-dire des gens qui ont vraiment détesté le jeu et qui ont voulu tuer le Tamagotchi le plus vite possible. Et certains, on a même trouvé des traces qui nous montraient qu'ils le faisaient en réunion, c'est-à-dire que toute l'équipe se liguait en disant, voilà, il faut tuer le Tamagotchi le plus vite possible, et ça sera drôle de jouer à ce jeu. Alors, ce qui est intéressant pour ces joueurs, c'est que finalement, pour tuer le plus vite possible le Tamagotchi, bah, il faut comprendre le droit d'auteur et donc choisir vraiment les ressources qui tuent le Tamagotchi. Donc, ce sont finalement les joueurs qui ont le plus appris dans notre jeu. Voilà, je vous ai présenté ceci pour vous montrer un petit peu ce qu'on pouvait faire, dire à ces phrases dans un système d'apprentissage, c'est-à-dire que on peut avoir une analyse descriptive. On peut dire, voilà, qu'est-il arrivé dans mon jeu? Et cette analyse descriptive va pouvoir nous amener, par exemple, à faire un diagnostic qui nous dira, pourquoi est-ce que c'est arrivé? Par exemple, on va pouvoir identifier qu'il y a des joueurs qui sont finalement imprudents ou des joueurs qui finalement manquent de connaissances à l'intérieur de ce jeu. C'est pour ça qu'ils ont fait des erreurs. On n'a pas fait quelque chose qui soit fait actuellement, c'est d'avoir une analyse qui soit prédictive. Mais on sait actuellement, et j'ai des collègues qui travaillent sur ce sujet, qui sont capables, par exemple, à partir de l'analyse des traces
d'un cours en ligne, de dire finalement, au bout de la première semaine de cours, à partir du comportement d'étudiants sur la lecture de vidéos, ils sont capables de dire avec 80 ou 90% de chances, quelles sont les chances de réussite de ces étudiants d'arriver au bout du cours. Et puis, parfois, on arrive à avoir des analyses qui sont prescriptives, c'est-à-dire que finalement, elles nous disent qu'est-ce qu'on devrait faire, comment on devrait finalement réviser le, le cours de manière à ce qu'il soit plus efficace pour permettre l'apprentissage. Alors, quand on regarde ce qui se passe effectivement, on voit qu'il y a beaucoup de travaux de recherche, comme ceux que je vous ai montrés. Mais quand on regarde la littérature, on s'aperçoit que ce que je vous ai montré, c'est finalement très peu implémenté dans des environnements d'apprentissage qui sont aujourd'hui disponibles. Même si, par exemple, Moodle donne un certain nombre d'informations avec des traces, il y a assez peu de choses qui sont faites concrètement. Il est aussi très difficile d'inférer un modèle épistémique à partir d'un modèle comportemental. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut assez facilement trouver, enfin, décrire le comportement d'un apprenant dans un cours, mais après, il sera très difficile de comprendre à quoi est lié ce comportement et de comprendre quelles sont ses connaissances ou ses non-connaissances qui l'amènent à faire ça de cette manière-là. Et donc, c'est compliqué. Une autre difficulté, c'est que l'erreur, elle est consubstantielle à l'apprentissage. C'est-à-dire que finalement, quand on trouve des erreurs, nous, on est content parce qu'on se dit un étudiant, une étudiante qui fait des erreurs, c'est quelqu'un qui va identifier ces erreurs et qui va essayer de les rectifier. Et là, on a une petite difficulté, c'est que si les étudiants savent qu'ils sont tracés, s'ils savent que l'enseignant est en train d'analyser leurs erreurs, ils vont s'efforcer de ne pas faire d'erreurs, ou en tout cas de les cacher à l'apprenant et à l'enseignant. Et le risque, eh ben, effectivement, s'ils ne font pas d'erreurs, c'est qu'ils n'apprennent pas. Il y a une question aussi de protection des données personnelles. Et puis, on sait aussi, c'est que pour que ça marche, tout ça, ben, il faut que les enseignants soient formés à ce système, et ce qui n'est pas du tout le cas, à ma connaissance, actuellement, c'est très peu pris en compte dans les formations des enseignants. Donc, en fait, il est très difficile de savoir ce que fait précisément un apprenant engagé dans un cours en ligne pour toutes ces raisons. Donc, finalement, l'idée, enfin, ce que je voulais déconstruire le mythe que avec la formation à distance, l'enseignant, c'est pas précisément que fait l'apprenant. En fait, l'apprenant qui est engagé dans une formation en ligne, il laisse des traces en interaction avec le dispositif, mais néanmoins, ces traces, si elles permettent un passage en pratique, ces traçages est très peu utilisé. Je vais terminer avec un dernier mythe qui est l'idée que enseigner à distance est une question de technologie et je vais introduire ce mythe à partir d'un exemple que j'aime bien. Alors, l'image que vous voyez, elle a été prise dans les années 30 et elle est relative à l'utilisation des technologies pour enseigner. Et ce qu'on voit sur l'image, c'est une enseignante qui fait un cours de géographie. Et puis, ben, pour enseigner ce cours de géographie, on lui a donné la meilleure technologie qui était disponible à l'époque, c'est-à-dire un avion. Et on lui a demandé de s'envoler avec ses élèves et donc de donner cours de géographie en, dans cet avion, avec probablement, et là, j'ai pas d'informations à ce sujet-là, probablement l'idée qu'on comprend mieux la géographie lorsqu'on prend un peu de la distance par rapport au sol. Alors, ce qui est intéressant sur cette image, c'est qu'en fait, cette enseignante, elle demande pas aux élèves là de regarder à travers le hublot, elle montre un globe terrestre, mais on se dit, mais finalement, on a l'impression que ça n'a pas vraiment changé la classe avec cette technologie. On a l'impression que les élèves, finalement, ils ont un cours tout à fait classique qu'il aurait pu y avoir sur le sol et que bien qu'on ait utilisé une technologie, ben, on a l'impression que finalement, rien n'a été amélioré dans la salle. Et si on réfléchit un peu, on se dit, bah, c'est peut-être pas la faute de l'enseignant, parce que l'idée de le mettre dans un avion en 1933 avec le bruit des avions et les trous d'air qu'il devait y avoir, j'imagine que ça rend l'enseignante en grande difficulté pour faire un cours de géographie. On la met dans une situation un petit peu impossible, et peut-être la technologie qu'on a utilisée là n'était pas la bonne technologie. Moi, j'ai l'impression que les enseignants sont souvent dans cette situation où, et dans certains pays en tout cas, on leur impose d'utiliser des dispositifs d'apprentissage qui ne sont pas vraiment adaptés à leurs besoins ou
qui ne sont pas suffisamment formés pour les utiliser et qui se trouvent effectivement plus gênés que aidés par ces technologies. En tout cas, la technologie ne va pas résoudre tous les problèmes que rencontre l'éducation et ce n'est pas simplement la maîtrise instrumentale de la technologie qui va être la clé du succès. Alors, pourtant, il y a quand même un lien entre technologie et enseignement, apprentissage à distance, puisque les premiers exemples d'apprentissage à distance avec l'invention du timbre, hein, au 19e siècle, où les premiers cours de comptabilité ont été diffusés par Putman par lettre, par courrier, à des commerçants qui voulaient apprendre, cette discipline. De, et donc là, on inventait l'apprentissage à distance d'une certaine manière, même si c'était une forme effectivement très rudimentaire. Puis quand la radio est arrivée, on a dit, ben, ça va révolutionner l'enseignement, on va pouvoir faire de la radio scolaire et donc de l'apprentissage à distance. Et on avait même dit à l'époque, ben, peut-être ça va révolutionner l'enseignement, ça va peut-être supprimer un peu les enseignants. Ça a été par exemple beaucoup utilisé dans les années 76 à Dakar parce qu'il y avait un manque d'enseignants. Et puis on sait aujourd'hui ben, que la radio scolaire elle a été utilisée, mais elle n'a pas complètement changé l'apprentissage à distance. C'est vrai pour la télévision scolaire qui a aussi été énormément utilisé en Côte d'Ivoire, par exemple en 63, ou aussi pour un manque d'enseignants, mais finalement qui n'a pas révolutionné l'apprentissage à distance. Et c'est la même chose avec les environnements numériques d'apprentissage, par exemple les environnements numériques du travail en France, ou les plateformes pédagogiques qui n'ont pas finalement révolutionné la manière dont on apprend au 28e siècle. Alors pourquoi? Bah parce que le rapport de l'homme à la technique, il est complexe. Il y a toujours une différence, dit de Certeau, entre l'usage prescrit et l'usage réel. Il y a toujours aussi un braconnage, c'est-à-dire la capacité pour les individus, finalement, de faire des choses différentes avec tout ce qui était prévu, avec les technologies qui leur sont proposées. Il y a aussi l'idée que peut-être on ne pourrait pas parler d'outils, parce que c'est une conception qui est vraiment utilitariste des technologies, mais pourrait plutôt parler de dispositifs qui sont des objets techniques qui modifient nos activités, nos comportements, notre manière de penser le monde. Et je vous renvoie également aux travaux de Barbardel qui dit que finalement, un instrument, c'est un objet composite qui est composé de l'outil en tant que tel, l'artefact technologique, mais aussi les schèmes d'usage de cet objet et qu'il y a une genèse instrumentale lorsque ces instruments commencent à émerger, c'est-à-dire lorsque les individus commencent à les utiliser et les individus vont décider de la manière dont ces outils sont utilisés. Donc, le rapport de l'homme à la technologie est extrêmement complexe et c'est pas simplement en mettant des outils dans la main d'une personne qu'on va changer la manière dont elle fait telle ou telle tâche. On connaît aussi des modèles aujourd'hui qui sont bien établis sur la manière dont ces technologies sont appropriées par les enseignants. Là, je vous en mets un parce que c'est l'un des plus diffusés. C'est un modèle intéressant parce qu'il permet de penser l'appropriation des technologies par les enseignants. C'est la technologie Attention Model de Davis qui dit il y aura effectivement usage effectif si l'enseignant va percevoir l'utilisabilité et l'utilité de cet outil. Ça va changer son attitude par rapport à la technologie qu'on lui propose et ça va peut-être changer son intention d'usage et finalement, à un moment, il va accepter de l'utiliser. Mais vous voyez que tout ça est lié par des relations très complexes et que c'est pas simplement en mettant à disposition des outils que l'enseignement ou l'apprentissage va être modifié. Il y a tout un tas de choses à prendre en compte pas trop dans les détails ici. Donc, il n'y a pas simplement une maîtrise instrumentale qui est nécessaire. Ça ne suffit pas hein, pour assurer le succès d'une formation à distance. L'objet technique, il faut le penser en termes de dispositif, comme un dispositif qui est pensé à la fois d'une manière technologique, mais humaine également, pour finalement être intéressant, pour faire des choses intéressantes. Je vais donc conclure ici pour laisser du temps aux questions. Je vais conclure avec peut-être trois idées sur lesquelles je voudrais revenir. La première idée, elle vient de Daniel Peraya dans l'ouvrage dont je parlais au départ. Il me dit finalement, on a pour la suite deux scénarios qui s'annoncent. Il y a, si le mythe de la vision utilitariste des technologies persiste, on risque d'avoir ce mythe qui se renforce et on va avoir finalement un appauvrissement de la manière dont l'enseignement est donné, parce on va imaginer peut-être que l'enseigner, c'est finalement juste créer des vidéos. Et lui, ce qu'il appelle, c'est l'émergence d'un mouvement de réflexion et de créativité
autour des praticiens et des chercheurs, c'est-à-dire, pour être peut-être plus simple dans la manière de dire les choses, dire des collaborations entre les chercheurs et les praticiens de manière à inventer l'enseignement ou l'apprentissage à distance du 21e siècle. C'est ce qu'on mène en particulier dans mon équipe à Texas, à Genève, où on collabore avec des enseignants, des enseignantes pour essayer d'imaginer les dispositifs que l'on met dans la main des enseignants. Je voulais aussi signaler une deuxième idée, c'est qu'il me semble qu'il y a un point aveugle dans cette histoire de réfléchir à l'apprentissage à distance, c'est la question de l'expérience campus. Ce que je veux dire par là, c'est que un étudiant, une étudiante, un élève qui se trouve dans une école, qui se trouve dans une université, en fait, bien sûr qu'il est en classe, mais une bonne partie du temps qui est passé dans cette école, dans cette université, il se passe en dehors de la classe, en dehors du contrôle de l'enseignant, et il se passe beaucoup de choses au moment de ces temps. Euh, qu'on appelle l'expérience campus. Il se passe beaucoup de choses entre les étudiants eux-mêmes, les associations qui se créent, les discussions, parfois même pour dire du mal de l'enseignant, mais c'est important de débriefer quand on sort d'un cours ensemble pour en discuter. Et ça, finalement, c'est un impensé dans l'apprentissage à distance. C'est-à-dire que j'ai pas encore vu, mais vous allez peut-être me donner des exemples qui vont contredire ce que je suis en train de dire, de personnes qui sont en train de penser comment on pense justement cette expérience en dehors des cours eux-mêmes, comment on pense à l'expérience en plus des étudiants et des étudiants. Puis je vais terminer peut-être avec une dernière idée qui, bon, je pense que votre métier a été beaucoup impacté par ces IA génératives qui arrivent. Moi, le mien de métier a été effectivement impacté beaucoup du point de vue, par exemple, de l'ingénierie pédagogique. Je suis par exemple en train de travailler actuellement sur un cours à distance, donc pour mes étudiants à l'université de Genève. Et je peux vous dire que j'ai généré beaucoup de textes, d'images, de quiz, de scripts à l'aide des IA génératives. Et ça m'a fait gagner beaucoup de temps. Donc je pense il faut penser maintenant à une ingénierie pédagogique assistée par euh, deuxième chose que je voulais dire, c'est que les IA en général, pas génératives, mais peuvent être utilisées pour faire du tutorat intelligent à distance, c'est-à-dire soit assister l'enseignant dans son tutorat, par exemple en lui donnant des informations sur les traces des étudiants, soit en mettant des systèmes automatisés qui vont permettre d'envoyer des feedbacks à certains moments. Il existe des IA aussi qui vont permettre de mettre en place des systèmes de recommandation automatique de contenu et de personnalisation de l'apprentissage. Par exemple, en fonction des traces collectées sur une plateforme, une IA est parfois capable effectivement de donner des recommandations en termes d'exercices en fonction, par exemple, des réussites et des échecs des étudiants. On a aussi des modèles prédictifs dont je vous évoquais tout à l'heure, qui permettent à partir des données collectées de prédire la réussite des étudiants et peut-être de les alerter sur le fait qu'ils sont peut-être dans une impasse qu'il va falloir qu'ils réagissent s'ils ne veulent pas échouer de cours. Et puis, bien sûr, les IA aussi vont servir à l'évaluation. Et j'ai rajouté un dernier point. On sait très bien que les IA vont faciliter la fraude et le plagiat, ça c'est clair. Mais aussi, il existe aujourd'hui des IA qui permettent aussi de détecter cette fraude et ce plagiat qui peuvent être donc aujourd'hui. Voilà, je vous remercie de votre patience. J'espère que cette présentation aura suscité des questions et des réflexions et j'espère qu'on va pouvoir échanger. J'ai pas du tout pu suivre ce qui était dans le chat pendant la présentation, mais je compte sur mes collègues à distance pour m'aider et je vais arrêter le partage. Oui, bonjour, Monsieur Sanchez. Donc, effectivement, très belle présentation. On a eu beaucoup de commentaires, quelques questions aussi dans le clavardage. Je tiens à le mentionner, s'il y a des gens qui souhaitent lever la main pour poser des questions à micro ouvert, on va accepter là, les questions à micro ouvert. Ne vous gênez pas, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Entre-temps, je vous pose quelques questions qu'on a reçues pendant votre présentation. Donc, on a Joanne qui nous demande quel est l'âge des élèves qui suivent le cours Tamago cours. Alors, ce sont des, oui, désolé, j'aurais dû Ben non, il n'y a pas j'aurais de dû, problème. J'aurais j'aurais dû préciser cela. Alors, en fait, ce sont des étudiants. Alors, on utilise le terme élève parce qu'on se trouve dans une grande école en France et on parle d'élèves agrégatifs. Mais ce sont des étudiants qui ont environ 25 ans
et qui se destinent à devenir enseignants et donc qui ont besoin d'apprendre les règles effectivement enfin, de l'usage des ressources numériques et enfin des règles du copyright. Ce sont des personnes qui sont effectivement qui dans 2 ou 3 ans après. Alors, je pense que la personne pose la question parce que mon jeu paraît un petit peu euh, s'adresser à cause du design à des personnes peut-être plus jeunes. Alors, c'est un choix. C'est un choix. On appelle ça le rétro gaming. C'est-à-dire que comme on n'avait pas les moyens graphiques en graphisme pour faire des choses très élaborées, on s'est vraiment tourné sur justement quelque chose qui est très très simple et qui est plutôt ancien, en disant les personnes qui vont arriver là-dessus vont tout de suite comprendre que c'est un clin d'œil qu'on leur fait en leur montrant un jeu qui finalement n'essaie pas de mimer des jeux qui sont produits par des industries qui ont des millions de dollars. Là, on n'avait vraiment, vraiment pas beaucoup de budget pour faire ce jeu. Et ça, de ce point de vue-là, les tests ont montré que ça marchait. Ils ont tout à fait accepté cet univers de jeu. C'était une bonne question, en tout cas. On a une réaction à ce que vous dites. Donc, Marielle Domaine qui nomme les grands aiment ça aussi, la ludicisation. Oui, Ludo tout. oui, tout à fait. Mhm. Donc, une autre question, en fait, on se demande de quelle manière les données recueillies sont utilisées à part les suivis d'achèvement et d'implication. Alors, oui, c'est une très bonne question aussi. Je l'ai évoqué, mais très rapidement. Il y a effectivement des données. Alors, il faut distinguer différents utilisateurs de données. Il y a le chercheur, je vous ai montré ici le chercheur. Je vous ai montré aussi, d'une certaine manière, l'enseignant qui peut utiliser ces données. Il faut penser aussi à l'élève qui peut lui-même utiliser ces données. Par exemple, mon tableau dont je vous montrais d'apprentissage du code du permis bateau, bah, c'était pour moi le tableau de bord. Ça me permettait de voir mes réussites, mes échecs. C'est aussi utilisé parfois par les administrateurs, c'est-à-dire qu'ils vont s'apercevoir, par exemple, que tel ou tel cours n'est pas pertinent. Après, les choses peuvent être utilisées soit par ces humains dont j'ai parlé, soit par des systèmes automatiques qui sont, par exemple, des IA et qui vont permettre finalement soit de faire de la recommandation, soit de faire du tutorat, soit être simplement des outils aussi qui vont aider l'enseignant à faire. Moi, je plaide plutôt pour des IA qui ne fassent pas les choses de manière trop automatique parce que l'éducation, ça reste quand même un phénomène fondamentalement humain. Et par contre, je suis intéressé quand j'ai des outils qui m'aident à la prise de décision, c'est-à-dire que, par exemple, l'outil me dit, tiens, attention, Eric, il y a tel étudiant qui fait toujours la même erreur. Bon, ça vaut le coup pour moi que j'aille voir cet étudiant en lui disant, regarde, on va regarder ensemble, je crois qu'il y a un truc que tu n'as pas bien compris. Là, c'est intéressant. Mais c'est pas, à mon avis, l'IA maintenant encore qui va pouvoir aider vraiment directement les étudiants, même s'il y a des chercheurs qui travaillent dans ce domaine. Merci beaucoup pour votre belle réponse. Je le nomme encore s'il y a des gens qui veulent s'exprimer à main levée, il est encore temps de le faire, donc n'hésitez pas à lever la main. On vous donnera le droit de parole avec plaisir. Sinon, on avait également la question à propos de l'agrégation des données personnelles. Que suggère l'éthique à ce sujet? Mhm. Merci pour cette question. Je suis très sensible à ça parce que je suis aussi vice-président de la commission éthique à l'Université de Genève et on réfléchit à ça. Moi, j'enseigne cette question aussi à mes étudiants parce que vous comprenez bien que ici, on a affaire à des données qui sont des données personnelles. Et ce qui est intéressant, c'est que par exemple, dans la loi suisse, on considère que les données d'apprentissage ne sont pas des données personnelles sensibles. Les opinions religieuses, les orientations sexuelles sont des données sensibles, mais pas les données d'apprentissage. Et je trouve ça un peu étrange quand même, parce qu'on pourrait très bien utiliser à mauvais escient ces données. Si je suis capable d'enregistrer toutes les erreurs de mes étudiants, et si je les mets dans mon Google Drive et que je les mets à disposition, que va devenir cet étudiant le jour où un employeur va trouver cette fiche où il a vu toutes les erreurs qu'a fait mon étudiant? C'est important que les étudiants aient droit à l'erreur, aient droit à l'oubli. Voilà. Donc, on applique un certain nombre de principes. Les principes sont des principes éthiques qui sont bien connus. C'est par exemple un principe de consentement. On signe une charte avant quand on arrive sur une plateforme. On va aussi essayer de faire attention à la manière dont les données sont collectées. On va essayer de faire de la collecte anonyme pour éviter justement d'impacter les étudiants, les étudiantes. Alors, c'est pas toujours possible parce qu'en tant qu'enseignant, on a besoin de savoir qui c'est, mais en tout cas, en tant que chercheur, moi, les données que je récupère sont des données anonymes dès le début. Hein, il n'y a pas, voilà. Et puis,
Et puis, on va faire attention aussi à la manière dont elles sont traitées, ces données, parce qu'il peut y avoir un traitement non éthique. euh, et ça me semble important de faire attention, non pas simplement à la collecte, mais au traitement. Et puis, bien sûr, nous, parfois, on partage nos données entre chercheurs, mais quand ce sont des données qui sont partagées entre chercheurs, évidemment, ce sont des données anonymes, on est sûr que personne ne pourra faire le lien entre les données et la personne qui a laissé ces données sur la plateforme. Donc, une belle question aussi importante de prendre en compte. Merci beaucoup. Je vais avec une dernière question avant de clore. Donc, on nous demande sur quelle plateforme ou à l'aide de quels outils a été créé le Tamago Court. Je crois que j'ai un petit peu oublié le travail qu'ont fait les informaticiens, mais je pense que de toute façon, la réponse n'est pas très informative parce qu'il est assez ancien, ce Tamagopo. En tout cas, les outils qui permettent de faire cela ont beaucoup évolué. Mais c'est une question très pertinente, c'est-à-dire quels outils on peut utiliser pour aller créer des dispositifs d'apprentissage qui sont pertinents et qui sont intéressants et qui sont bien faits d'une certaine manière. Alors, il y a quelques années, j'aurais dit, ben, mariez-vous avec un informaticien et une informaticienne qui vous aidera à faire les choses, ou alors gagner des millions de dollars pour faire les choses. Les choses sont en train de changer beaucoup, je trouve. Alors, les informaticiens sont toujours utiles, je vous rassure, c'est une sont parmi nous. Moi, je travaille avec des informaticiens quand j'ai les moyens qui travaillent sur Unity pour travailler pour concevoir des jeux, qui est un peu l'outil standard actuellement pour créer des jeux, mais de plus en plus. Et c'est comme ça que je forme mes étudiants à l'Université de Genève, parce on a un master qui s'appelle le MALT sur l'ingénierie pédagogique. On leur apprend un petit peu à devenir un informaticien, mais surtout à utiliser des outils auteurs, c'est-à-dire des outils qui sont des outils pour lesquels on peut concevoir des dispositifs sans finalement écrire beaucoup de code, ou parfois pas de code du tout. Et je trouve ça vraiment intéressant parce que ça veut dire que entre l'IA qui aide à faire des textes, qui aide à faire des images, et les outils auteurs qui nous aident à faire de l'interactivité dans les dispositifs d'apprentissage, eh bien, on a des outils qui sont des outils qui vont nous permettre de faire des choses très professionnelles et par nous-mêmes, mais souvent avec les moyens limités dont on dispose. Alors, quelques exemples, je ne vais pas faire de publicité, mais euh, je sais que Geniali est beaucoup utilisé par beaucoup d'enseignants et des outils un peu plus professionnels, dont par exemple Articulate, que mes étudiants utilisent, qui permettent de faire l'ingénierie. Mais déjà, en parlant de ces outils, je suis presque obsolète parce il en est tous les jours des outils qui sont utiles. Donc, je vous invite à aller regarder un petit peu ce qui est les outils utilisables et essayer de vous faire une idée de ce que vous pouvez utiliser raisonnablement sans investir trop de temps et d'énergie. Mais je vous remercie beaucoup, Monsieur Sanchez, d'avoir été là avec nous pour cette belle présentation. Je vous remercie aussi d'avoir pris le temps de répondre à ces belles questions avec une si grande richesse et une si grande pertinence.